Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous d'information. Les titres. Quelques jours après son installation, le président de l'Assemblée nationale, Joseph Djogbenou, a initié une prise de contact avec le personnel parlementaire. Suivons les détails dans ce journal. À moins de 2 mois de la présidentielle du 12 avril, Saka Lafia, président de la Sénat, a reçu l'ambassadeur du Bénin en France, Corinne Amaury-Brulette, pour discuter des modalités pratiques du vote des Béninois vivant en France et en Europe. Les précisions en ce jour. Et puis le gouvernement a durci les conditions de circulation des véhicules de transport pour protéger le patrimoine routier et assurer la sécurité des usagers. Le point est fait. Allô? Ah! Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Comme je l'annonçais en titre, la matinée de ce jeudi a été consacrée au personnel de l'administration parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, Joseph Djogbenou, a rencontré l'ensemble des travailleurs lors d'une séance d'échange à la fois conviviale et empreinte de fermeté. Cette rencontre visait à rappeler à chacun l'importance de son engagement et de son sens des responsabilités pour assurer le bon fonctionnement de l'administration parlementaire. Suivons le reportage. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Une matinée tout entière dédiée au personnel administratif de l'Assemblée nationale. C'est le premier temps fort de l'agenda du professeur Joseph Fifame Djogbenou, qui, dès son élection à la tête de l'institution, est devenu ipso facto son premier répondant. À son appel, tout le personnel civil a répondu présent ce mercredi 18 février 2026 à l'hémicycle. Si cette salle de délibération est le théâtre par excellence des députés dans leurs fonctions, la responsabilité de l'administration parlementaire n'est pas moins engagée dans ce qui s'y déroule, relève le président. Si l'Assemblée nationale exerce le pouvoir législatif, c'est le personnel qui l'appuie, qui mobilise les moyens,
dans l'exercice de ce pouvoir. Si nous avons des lois de qualité, c'est à cause du personnel. Si nous avons des lois de moindre qualité, c'est encore à cause du personnel. Il est important de vous saluer. C'était l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale de découvrir les magnons de cette administration qu'il dirige. Chaque directeur est passé présenter son département et le rôle qu'il joue dans la chaîne administrative. Une chaîne que l'autorité parlementaire souhaite plus solide et plus efficace au service d'une institution hautement politique, oui, mais une administration qui doit rester dans son rôle. L'administration n'est pas partisane. Vous n'êtes en tant que tel, en tant que membre de l'administration parlementaire, en tant qu'incarnant l'administration parlementaire, vous n'êtes ni Union progressiste renouveau, ni Bloc républicain. Vous êtes au service de la nation. Et vous êtes au service du Parlement. Si l'administration parlementaire n'est pas partisane, elle est nécessairement impartiale. Nous allons veiller à cela. Nous allons veiller à cela. Il arrive que quand une nouvelle majorité s'installe, tous les membres du personnel veulent s'afficher comme étant membres de cette majorité. Vous n'avez pas besoin de le faire. D'autant par ailleurs que ça ne vous apportera rien du tout. Ici, l'étiquette politique ne sera pas un ascenseur professionnel. La rigueur sera de mise en tout, martèle le président Djogbeno. La ponctualité. C'est la règle essentielle. Je le dis aussi bien à votre égard qu'à l'égard des membres du cabinet. Si une réunion commence, vous êtes en retard, restez à la porte. Si une réunion commence, vous êtes en retard, restez à la porte. On saura que vous êtes absent, quel que soit le type de réunion. Si je la préside, c'est encore plus grave. Je n'admettrai aucune entrée quand je suis là. La ponctualité, c'est la règle des aristocrates. Nous sommes dans l'enceinte de l'aristocratie, de l'élégance républicaine. Être rigoureux et assidu, ce sont les critères qui guideront notre action à votre égard, s'il plaît à Dieu, pendant les années à venir. Le temps est ainsi donné, à bon entendeur. Et je passerai de bureau en bureau. Autre information à présent, à l'approche de la présidentielle du 12 avril 2026, les préparatifs s'intensifient. Ce jeudi 19 février, le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Saka Lafia, a reçu l'ambassadeur du Bénin près la France, Corinne Amaury Brunette. Les échanges ont porté sur des modalités de pratique du vote des Béninois de la diaspora, notamment en France et en Europe. Suivez un extrait de la déclaration faite à l'issue de cette édition. Audience. Je me suis entretenue avec monsieur le président de la Sénat et l'ensemble de l'équipe pour pouvoir échanger sur l'organisation technique et pratique du prochain scrutin présidentiel qui se tiendra un peu partout dans le monde pour permettre aux Béninois de l'étranger de pouvoir exercer leurs devoirs et leurs citoyens et de pouvoir voter pour le prochain scrutin présidentiel. Donc c'était l'occasion de parler un peu des détails et de savoir comment les représentations diplomatiques peuvent accompagner ou faciliter le travail de la Sénat. La question principale, c'était effectivement de pouvoir permettre à la diaspora béninoise qui réside dans toute la juridiction de l'ambassade du Bénin en France, de pouvoir les informer sur les dispositions pratiques et l'organisation du prochain scrutin. Vous savez qu'il y a eu une première partie faite l'année dernière sur la mise à jour des centres de vote des Béninois,
pour pouvoir leur permettre effectivement d'être inscrits sur les listes électorales. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir les informer pour savoir comment va se dérouler le scrutin qui est donc principalement organisé par les équipes de la Sénat. Et ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, pour les Béninois de l'étranger, c'est essentiellement le scrutin présidentiel qui leur est ouvert dans l'ensemble des postes diplomatiques et consulaires de la République du Bénin dans le monde. Donc aucun souci à déclarer, mais par contre, en revanche, c'était important de partager avec le président de la Sénat l'intérêt des Béninois de la diaspora pour ce scrutin électoral d'avril prochain. Les dispositions sont essentiellement pratiques. C'est important de retenir que c'est vraiment la Sénat qui organise le scrutin électoral. L'ambassade va simplement mettre à disposition les locaux et faire en sorte que la Sénat puisse s'installer de la manière la plus confortable possible. Et la grande responsabilité des représentations diplomatiques, c'est l'information des compatriotes sur l'organisation pratique, quand ils doivent se déplacer, de quelle heure à quelle heure ils pourront exercer leur droit de vote. C'est essentiellement pratique. Il faut savoir que le premier travail était le travail effectivement sur les listes électorales qui a été notamment organisé par l'ANIP, qui est la mise à jour des centres de vote. Vous avez tous été au courant de la grande campagne entre le mois d'août et le mois de septembre sur la mise à jour des centres de vote pour les Béninois résidant dans le territoire, mais aussi pour les Béninois résidant à l'étranger. Ça, c'est la première étape. Et après, il y a l'étape de la publication des listes électorales. Et sur la partie organisation, la Sénat est aussi rodée à l'exercice, puisque, comme vous l'avez dit, ce n'est pas le premier scrutin présidentiel qui est organisé à l'étranger. Donc, rassurez parfaitement. C'est un échange très, très intéressant et fort utile. Le gouvernement a renforcé les règles de circulation des véhicules de transport afin de protéger le patrimoine routier national et d'assurer la sécurité des usagers. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres du mercredi 18 février. Florent Kounagbe, responsable d'auto-école, a salué une décision en soulignant l'importance de protéger le bien public. Il était au micro de Romaric Djesougo Penou. Lorsque vous osez le développement, il faut prendre des mesures pour préserver la durée de vie de tout ce que vous faites. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ce nouveau Bénin qui se construit, il y a également la construction des routes. C'est des milliards que le gouvernement investit. Donc, on ne peut pas se permettre de ne pas sécuriser l'usage dans la durée. Donc, la préservation du patrimoine routier va avec l'investissement, tout ce qu'ils font. Et cela passe par le contrôle de charge. Vous savez, lorsque nous construisons des routes, c'est beaucoup d'étapes. Donc, la route est construite pour supporter des charges, un poids donné. La route, elle est faite pour supporter des charges données. Donc, tous les véhicules de transport de marchandises, les véhicules de transport en commun, même les usagers particuliers qui circulent, on ne doit pas laisser l'usage de ces routes-là à n'importe qui, à n'importe comment. Voilà pourquoi ceux qui ont contribué à cela ont œuvré, sont en train d'œuvrer pour que cela puisse être dans le temps utilisable pour des générations sur des générations. C'est beaucoup d'argent que le gouvernement investit, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de sacrifices que le peuple consentit. Donc il ne faut pas se permettre de ne pas sécuriser cela. À la suite de ces appréciations, il lance un appel strict au respect des conditions de circulation. Il invite conducteurs et transporteurs à se conformer aux règles établies afin de garantir la sécurité des usagers et de préserver durablement le patrimoine routier national. Suivons-le à présent. Je voudrais inviter tout un chacun, tous les usagers de la route, que lorsque cette décision, avant même que cette décision-là soit prise, que chacun commence par se ranger déjà correctement, que chacun commence par se régler déjà correctement. Ailleurs, je puis vous dire, l'éthique et comportement est déjà imprimé dans les gènes. L'éthique et comportement est déjà imprimé dans les gènes. Et les gens ne se disent plus, non, lui aura telle réaction, moi j'aurai telle réaction, non. Donc, que les usagers de la route puissent prendre déjà conscience de savoir que lorsque je circule, je reste dans mon couloir de circulation. Je ne dois pas dépasser certaines charges, je ne dois pas faire de surcharge.
et je dois éviter des comportements à risque pour ne pas vouloir détruire les infrastructures routières. C'est ça aussi la préservation du patrimoine routier, réalisée à coût de beaucoup d'argent, beaucoup de milliards de nos francs. 4 ministres élus députés en janvier 2026 ont dû choisir entre rester au gouvernement ou rejoindre l'Assemblée nationale. Abdoulaye Biao Tchane et Shadia Alimatou Assouma restent à l'exécutif pour assurer la continuité des politiques publiques, tandis que Jean-Michel Abimbola et Éléonore Yaïla Dekan quittent leur poste pour siéger au Parlement, provoquant des nominations intérimaires et un réaménagement stratégique des portefeuilles ministériels. Dans un autre registre, la réhabilitation et l'aménagement des voiries à Cotonou, porté par le projet d'asphaltage et le PAG, transforme la capitale économique du Bénin. Avec des centaines de kilomètres de routes bitumées, l'éclairage public et des aménagements urbains modernes, ces travaux augmentent la mobilité, désengorgent les axes stratégiques et renforcent l'attractivité économique. Grâce à tous ces projets structurants, la capitale économique du Bénin affirme désormais son attractivité et son ambition de devenir une ville moderne et compétitive. À suivre dans cet élément quelques citoyens béninois qui livrent leur impression. Il y a quelques années de cela, nous avons commencé à remarquer des changements assez exceptionnels au pays. Depuis 2016, beaucoup de choses ont changé. Je ne pourrais pas tous les citer, mais je vais plutôt par ce qui m'a impacté le plus, moi. Je peux dire que c'est le cadre de vie. Le cadre de vie m'a beaucoup impacté parce qu'il y a eu un avant et un après. Je me rappelle très bien comment on avait beaucoup de difficultés en fait, à relier un point A à un point B. Aujourd'hui, avec toutes les infrastructures routières qui sont à notre disposition, en fait, on arrive à quitter un point A pour un point B facilement et rapidement aussi. Donc il y a un gain de temps, on arrive à vite vaquer à nos occupations. Je suis originaire d'Haïti. Ça fait 2 ans que je vis au Bénin. Le visage du pays est transformé. Donc c'est beau à voir. Ça fait plaisir de se dire que le changement, il est vraiment très significatif. Ces boulevards, ces asphaltes, ces espaces verts et cités administratives racontent une histoire nouvelle. Celle d'une ville qui inspire désormais nationaux et touristes de tous horizons. La ville a drastiquement changé. On le voit, ceux qui font même beaucoup plus le constat, c'est ceux qui partent et qui reviennent 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a toujours quelque chose de nouveau en fait à constater dans l'évolution positive de la ville. Je suis béninoise, j'ai longtemps vécu à l'étranger, mais depuis que je suis revenue au Bénin, le Bénin a beaucoup changé, surtout à Cotonou, et ça m'a beaucoup plu. Je suis d'origine camerounaise et effectivement la plupart de mes collègues me le disent très souvent que le Cotonou d'aujourd'hui, si tu voyais celui qui était avant, et chaque jour, même quand je me déplace pour Lomé ou que je repars au Cameroun, pour d'autres raisons, je reviens, je trouve des chantiers partout, des endroits que j'avais laissés d'une certaine façon ont changé en moins de 2 mois, 2-3 mois. Il y a des chantiers partout, chaque fois, et c'est assez impressionnant comment les choses bougent. Et j'avoue que c'est motivant et ça donne envie de rester toujours plus longtemps. Le boulevard de la Marina ne fut qu'un axe routier, quoique stratégique. Aujourd'hui, il est une vitrine, un lieu de vie, d'inspiration, qui fait rimer modernité avec harmonie et mémoire. Le boulevard de la Marina, c'est un petit aperçu de ce que le Bénin est en train de devenir aujourd'hui depuis 2016. Le fait de circuler, que ce soit à moto, que ce soit à véhicule, même il faut voir d'abord les week-ends aussi. Personne ne roule rapidement les week-ends. Généralement, tout le monde roule lentement pour pouvoir contempler, admirer, apprécier ce qui se fait de beau, de bien au Bénin. L'Amazone n'est pas seulement un lieu touristique. Elle est symbole de bravoure féminine et de fierté nationale. Au cours primaire, on nous parlait de l'Amazone en parlant du roi Guézo, mais
voilà quoi, ça, à la limite, pour moi, c'était inaperçu. Il a fallu vraiment qu'on mette vraiment la lumière sur le rôle que les Amazones ont joué au Bénin pour nous rendre compte de l'importance vraiment de la femme voilà, dans tout ce que nous faisons au Bénin et de pouvoir accorder le respect qu'il faut à la gente féminine. Moi, j'ai toujours été impressionnée par l'Amazone, un monument très impressionnant, surtout en tant que femme. De voir une femme vaillante, puissante, là au milieu de la place, c'est très beau. Et de voir tous les week-ends, les samedis soirs, les dimanches soirs, tous les Béninois qui viennent sur la place pour chiller, mettre de la musique, faire des pique-niques. C'est vraiment très beau. On voit que c'est un espace où les gens ont envie de vivre. Les gens viennent, se posent, font des photos. Et c'est beau à voir, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Depuis 2022 jusque-là, je crois qu'il y a eu assez d'entrées de touristes parce que c'est l'un des plus grands monuments d'Afrique qui a été placé là à l'Amazone. Du coup, c'est très beau aussi. C'est aussi un cadre particulier qui nous aide aussi à réaliser des contenus. Comme nous voulons, nous avons l'espace que nous utilisons à temps plein. Et concernant la sécurité aussi, c'est bon, ça peut aller. Il n'y a aucun problème. On travaille dans la joie et tranquille, quoi. Par rapport au monument, ce qui est impressionnant, c'est pouvoir voir et qu'on nous explique en même temps ce que ces gens-là ont fait. Alors aujourd'hui, on a par exemple Bioguera. Moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires sur Bioguera, mais je n'ai jamais mis un visage en fait sur le nom. Aujourd'hui, je peux venir là, je peux voir, je peux contempler et en même temps, je peux allier maintenant l'explication qu'on m'a donnée par rapport à ce personnage-là au monument. À chaque fois que je passe par ce carrefour-là, je vois toujours des gens s'arrêter là, prendre des photos. On se croirait à la Tour Eiffel, les gens s'arrêtent et prennent des photos pour pouvoir dire qu'ils sont passés au Bénin. Donc je pense que c'est toujours dans la dynamique de donner une identité, le nation branding, de donner vraiment une identité au pays, que tous ces monuments sont faits et c'est bon pour le pays, c'est bon pour le Bénin. Invité de l'émission Rendez-vous de la nutrition sur la Société de radio et télévision du Bénin, initié par l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, le Dr Eriola Chabi est revenu sur l'importance de l'alimentation de compléments chez le bébé. Elle a expliqué le processus de diversification alimentaire et les bonnes pratiques à adopter. Suivons un extrait de son intervention. L'alimentation de compléments est un thème consacré par l'OMS pour définir un processus qui est l'introduction progressive d'aliments autres que le lait maternel dans l'alimentation, dans le régime alimentaire des enfants dès 6 mois d'âge. Ok. Pendant ce processus, le lait maternel doit être poursuivi. Donc c'est tout un processus qui démarre à partir de 6 mois où l'enfant reçoit autre chose que le lait maternel. Et on l'appelle également diversification alimentaire. C'est un stade prépondérant, primordial de l'alimentation de l'être humain parce que après 6 mois, le lait maternel ne suffit plus pour couvrir les besoins nutritionnels de l'enfant. Ni les besoins en énergie, ni les besoins en micronutriments. Donc, il faut qu'à partir de 6 mois, améliorer ces repas qu'on lui donne, autre que le lait maternel, en y apportant des aliments d'adultes, mais de façon progressive et de forme adaptée à ses capacités à 6 mois d'âge. Quels sont ces aliments-là qui sont impliqués? À cette période du processus de la vie, l'enfant est dans un corps en transition, en croissance, et pour ce faire, il y a certains aliments de 3 groupes, les glucides, les protéines et les lipides, auxquels nous allons rajouter le dernier groupe, les micronutriments. Donc, à cette période-là, nous sommes appelés à introduire des glucides sous forme de graines ou de féculents. Je vais parler des céréales,
ou de féculents, ignomes, patates, pommes de terre. Donc nous allons apporter des glucides sous forme de farine écrasée ou sous forme de pâte. Oui. La pâte de maïs, la pâte de mil, ou bien sous forme concassée, sous forme de purée d'igname, de patates, voilà. Donc il y a le premier groupe de glucides. Le second groupe, c'est le groupe des protéines. Et les protéines, on en trouve soit d'animal ou végétal. Animal, c'est l'œuf. On va commencer par le jaune d'œuf. Et à 9 mois, on va ajouter le blanc d'œuf. Pas avant 9 mois, 1 an pour le blanc d'œuf. Donc, les protéines animales, la viande, le poulet, la viande de bœuf, de poisson, mais bien haché et moulu. On commence de façon idéale par le jaune d'œuf, ensuite, et le poisson, et la viande et le blanc d'œuf, ce sera après 1 an. D'accord, donc ça, c'est le groupe des protéines animales. Nous avons des protéines végétales, dont le soja, dont les légumineuses, le petit pois, l'haricot, qu'on peut faire en feijoada, donc concassé, moulu toujours. Ce sont le groupe des protéines végétales. Et le troisième groupe, c'est les lipides. On n'en parle pas beaucoup parce que de façon culturelle, on ajoute toujours des lipides lorsque nous préparons nos repas. L'huile d'arachide, l'huile rouge, le beurre de karité. Voilà. On parle d'huile aussi dans les laits. On en trouve dans le lait, on a du lipide. Et le grand groupe pour nous, c'est les micronutriments qui sont retrouvés dans les fruits et légumes. Voilà. Tout ce qui est fruits, orange, ananas, pastèque, papaye, mangue, il y a des micronutriments. Et les légumes, c'est nos légumes que nous rencontrons couramment, le fotete, le amandivert, le chayo, le moringa. Oui, oui. Voilà. Donc voilà les légumes qu'il faudrait apporter à ces enfants pendant cette période de transition. À l'occasion du début du carême, période de 40 jours et de prière, de jeûne et de partage pour les chrétiens catholiques, le père Daniel Deyingbo revient sur le sens profond de ce temps spirituel. Il explique pourquoi le carême ne se résume pas à une simple privation alimentaire, mais constitue un véritable appel à la conversion et au changement de vie. Il est au micro de Elvi Kambwetao et de Sylvie Dedeo. L'Église propose ce jeûne. Bon, les jours obligatoires, c'est voilà, le mercredi, ensuite le vendredi. Maintenant, chacun s'ajuste. Vous voyez, François de Sales va dire, oui, c'est temps de pénitence, c'est temps de jeûne, mais il préfère plutôt la charité, la douceur, la renonciation. Je peux dire que je vais jeûner de la viande. Okay? On dit on ne mange pas de viande. Vendredi surtout, on ne mange pas du tout de la viande. Mais je peux ne pas manger de la viande et tuer le frère ou la sœur simplement par la bouche, en médisant, en calomniant, en critiquant. Bref, donc la charité se voudrait plus des actes de compassion, d'entraide, de solidarité envers les plus démunis, envers les plus fragiles. Alors, se préparer spirituellement, c'est se reconnecter à la parole de Dieu. Le logos, la parole qui est donnée, le verbe de Dieu, le verbe s'est fait chair. Donc, c'est ce verbe qui nous donne la vie. Donc, retrouver quelque part un temps pour méditer la parole de Dieu, un temps pour contempler le verbe de Dieu, Jésus, disons les choses clairement, et donner un temps à Jésus pendant ce temps de carême devient prépondérant parce que on est agité, on est pressé, on est tout en partie, mais il faut s'arrêter en ce moment-là, prendre du temps pour soi et prendre du temps pour Dieu. En ce début de carême, je voudrais emprunter les propos de Saint François de Sales, mon saint patron, pour dire que des gens qui disent, bon, vous savez, moi je suis malade, hein, je ne peux pas jeûner, je ne peux pas faire le carême. Non, vous savez, je n'ai pas d'argent pour partager quoi que ce soit avec elle. Bien sûr qu'on peut faire carême si on est malade. Et François de Sales propose surtout de jeûner avec les organes de sens, par exemple la bouche, les yeux. Voilà,
l'ouïe, l'entendement, ce que j'entends, et alors le toucher. De faire attention à ces petites choses qui n'ont rien à voir avec d'abord le jeu, la privation totale, mais un effort de conversion pour résister au mal et choisir le bien. Et ensuite, il dit il faut aussi travailler les facultés de l'âme et de l'esprit. Par exemple, il y a des gens qui sont dans l'imagination, mais l'imagination torride et mauvaise, ou tout simplement une volonté passive, velléité, non, ou tout simplement ils n'ont pas une conscience droite. Donc c'est le moment de choisir d'être positif, de choisir de s'engager pour faire quelque chose de bien, quelque chose de beau et de bon pour les autres et pour Dieu. Pratique très ancienne, les tontines sont considérées comme des moyens de faire des économies au fin de mieux gérer sa situation financière ou de réaliser des projets. Plusieurs sont ces personnes qui, jusqu'aujourd'hui, ont recours à cette pratique. Mais l'on se demande si c'est une bonne politique d'épargner des citoyens de la ville de Cotonou. Ils répondent au micro de Achille Rouenou. Suivons-les. D'une part, c'est bon, hein. C'est bon, ça aide. Par exemple, moi, j'ai fait une tontine dans mon atelier et nous sommes au nombre de 10 personnes. Les tontines, c'est à 5 000. Et chacun ramasse, chaque samedi. Et la dernière fois, l'un de nos collègues a témoigné de ça, que dans le temps, c'est ça qui l'a aidé de louer là où il est maintenant. Et ça finit des fois mal, mais ça dépend de la manière dont tu as organisé, les personnes dont tu as mis dedans. D'abord, avant d'organiser une tontine comme ça, il faut savoir les gens, ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont sérieux d'abord? Ce n'est pas une tontine qu'on regarde en l'air pour dire viens, on va organiser une tontine. Non, si tu fais comme ça, là, ça finit toujours mal. Il faut d'abord savoir que nous avons deux types de tontines. D'abord, les tontines journalières qu'on fait souvent chez les bonnes dames, avec les quatre. Et puis, il y a aussi les tontines que nous faisons souvent par groupe. Selon moi, je pense que tout dépend des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Il y en a d'autres, ils préfèrent les tontines chez les bonnes dames. Là, ils prennent les cartes et puis ils signent. Maintenant, concernant l'autre cas de tontine, là, ça c'est un peu risqué. Parce que, vous savez, tout le monde n'est pas honnête. Et du coup, ça peut arriver à des moments où, je sais pas quoi, genre, avant tout, vous donnez les participations normales. Et puis, arrivé à un moment donné, un autre membre du groupe, lui, décide de ne pas donner. C'est vrai que nous avons établi des règles concernant ces cas-là, mais très peu sont ceux qui arrivent à suivre ces règles. Du coup, moi, je ne fais pas trop confiance à ce genre de tontine qu'ils font en groupe. Tontine est bon. Parfois, au moment difficile, si tu n'as rien sur toi et disons que tu as un peu d'économie quelque part, tu fais tontine quelque part, ça peut t'aider à faire ce que tu voulais faire d'abord. Ça dépend de où tu fais tontine. Par exemple, moi, de mon côté maintenant, je ne fais pas tontine en désordre comme ça. Si je voulais faire tontine, je peux partir chez tontinier pour aller faire tontine. Mais disons, en groupe comme ça, disons, nous sommes amis comme ça, on va faire tontine. Là, maintenant, il y a peur. Je ne vais pas dire non ni oui, mais les tontines, ça aide certaines personnes à économiser les argent pour demain, pour faire certaines choses. Mais d'un côté, je vais dire non, parce que parfois, quand on fait les tontines, il y a des gens qui prennent les argent des gens pour fuir avec. Alors, je ne vais pas dire oui ou non, je ne sais pas trop. Mais moi, je ne vais pas faire tontine quand même. Donc, tu fais... Je connais deux de mes amis qui ont déjà fait et ils ont fui avec les argent. Selon moi, je pense que les tontines sont une bonne pratique. Parce que en faisant les tontines, on peut économiser une peut-être somme d'argent. Je l'ai fait une fois. Ça s'est bien passé. Chaque semaine, on ramasse 6 000, un groupe de 6, je crois bien. Un groupe de 6. Par semaine, on ramasse 6 000. Et chez moi, les gens causent de l'argent pour
prendre ça et faire quelque chose de très bien avec. Puis prendre ça et commencer un business et faire des commerces avec. Au Bénin, les forces de l'ordre ont renforcé mardi 17 février 2026 la lutte contre le trafic de drogue illicite. À part 18 personnes ont été interpellées dans plusieurs villages ciblés par les renseignements. À Ouida, 2 individus ont été arrêtés dans un point de détention et de vente de chanvre indien. Ces 20 suspects seront présentés à la justice dans le cadre des efforts des autorités pour sécuriser les zones sensibles et désorganiser les circuits de trafic locaux. Hors de nos frontières, au moins 28 mineurs ont péri mercredi 18 février dans l'explosion d'une mine de plomb située dans l'état de Plateau au centre du Nigeria. Selon les premières informations, une fuite de gaz aurait entraîné une intoxication mortelle au monoxyde de carbone dans des galeries mal ventilées. 27 blessés ont été évacués tandis qu'une enquête a été ouverte et les activités minières temporairement suspendues. Ce drame relance les inquiétudes sur la sécurité dans le secteur extractif du pays. Toujours hors de nos frontières, une grève générale a débuté jeudi 19 février en Argentine, marquant une nouvelle mobilisation nationale contre la politique du président Javier Milei. Déclenché à minuit pour une durée de 24 heures, le mouvement a été lancé à l'appel du principal syndicat du pays, alors que les députés examinent un projet de réforme du marché du travail déjà approuvé par le Sénat. Cette coïncidence place à la contestation sociale au cœur d'un mouvement politique et législatif décisif. Parlons à présent sport. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, a conduit le mercredi 18 février 2026 une délégation du ministère des Sports sur le chantier du Centre d'excellence de football des jeunes filles de l'Okossa. Cofinancé par l'État béninois et la FIFA, le projet évolue de façon satisfaisante selon la délégation qui a constaté l'avancement des travaux. Mathurin de Chacus a salué l'engagement du président Patrice Talon et le leadership du président des sports Benoît Dato, tout en promettant de veiller au respect des délais. Mesdames et messieurs, nous voilà à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite.